Bonsoir Bertrand, Bonsoir Frédéric, comment pour vas-tu? revenir Donc chez toi. voilà, ça fait donc finalement on a sauté un mois. On a fait le mois de janvier, le mois de février qui avait démarré sur les chapeaux de roue. Et là, au final, c'est pas plus mal parce qu'on part sur le mois de mars-avril qui ont été très axés. On va en parler majoritairement là ce soir, mais pas que sur le conflit Iran contre Israël et les États-Unis, avec deux séquences différentes. La séquence du mois de mars, Dieu de la guerre, ça tombe entre guillemets bien, puisqu'on a eu un conflit assez impressionnant entre euh, Trump et les USA qui ont attaqué dur sur le sol iranien, relayé par les Israéliens donc sur à peu près un mois, puis après une trêve. Alors trêve, je vais mettre des guillemets à trêve parce que autant on a une trêve en Iran, mais pour ce qui est du conflit qui s'est ouvert aussi, du front qui s'est ouvert là directement par Israël au Liban, il n'a jamais cessé et je crois qu'il y a quasiment des dizaines de morts chaque jour. Mais bon, il y a eu donc la phase conflit et ensuite la phase trêve. Qui semble d'ailleurs peut-être suspendu aujourd'hui puisqu'il y a des nouvelles évolutions là qui datent d'aujourd'hui avec a priori l'Iran accusé d'avoir frappé un site pétrolier en Arabie Saoudite et puis on a Trump qui annonce lui de son côté avoir coulé 7 navires iraniens. Donc où on en est selon toi là après ces 2 mois de conflit? Alors, on ne peut pas vraiment parler de 2 mois de conflit. Je pense que le conflit, il a 50 ans entre les États-Unis et l'Iran et entre Israël, entre guillemets, et l'Iran. C'est un conflit éternel puisqu'il date de l'époque de Babylone. Donc le conflit, réellement, il est rentré dans une phase chaude. On en parlait tout à l'heure en aparté tous les deux. En juin, avec cette fameuse guerre des 12 jours, puis en décembre, puisque aussi bien les Américains que les Israéliens ont reconnu qu'ils étaient directement impliqués dans la fourniture d'armes, dans la fourniture de moyens de communication, dans la stratégie, et également dans la volonté de subversion avec éventuellement des ethnies insatisfaites de leur vie à l'intérieur de l'Iran. Et comme la première guerre des 12 jours avait vraiment affaibli l'Iran, elle avait tué beaucoup de chefs d'état-major, donc un savoir et un savoir-faire énorme dans le domaine militaire et organisation des équipes. Le deuxième, eh bien, ça a créé l'image d'un pays barbare, puisque il y a encore des gens qui croient que les forces de l'ordre iraniennes auraient tué 80 000 personnes en Iran pendant les émeutes. Et les mêmes personnes qui croient qu'en 2 ans de bombardement à Gaza, il n'y a eu que 30 000 morts. Tu vois, pour te donner une idée de... En plus, ça a été quasiment officiellement reconnu que les Américains ont poussé la guerre civile au mois de janvier. Oui, mais, non, mais ça a été reconnu, et les Israéliens aussi. Et puis ça se passait au moment des vœux, donc ils souhaitaient des vœux... Lindsey Graham souhaitait des vœux aux agents du Mossad qui étaient dans les rues de Téhéran. Donc, mais quand elle redémarre cette guerre le 28 février, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a immédiatement de nouveau une vague d'assassinats. Puisqu'en fait, ce que veulent surtout les Américains et les Israéliens, c'est même pas un changement de régime en Iran. En fait, ils veulent balkaniser l'Iran. Et pour les Israéliens, ils veulent être l'acteur régional extrêmement dominant de cette région. Et ce que les premiers 2 mois ont montré, c'est qu'en réalité, les pays arabes sont totalement impuissants à avoir une position. C'est-à-dire que leurs peuples veulent que la position soit en ligne avec les intérêts
des musulmans, peu importe qu'ils soient chiites ou sunnites, et pas des sionistes ou du grand Satan américain, mais pourtant leurs chefs d'État sont très alignés à la politique américaine et finalement aux intérêts israéliens. Et de plus en plus, les peuples comprennent pas ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est presque aussi importante, ils dépensent des centaines de milliards pour être protégés et en bons termes avec les États-Unis. Et finalement, quand une guerre arrive, ils ne sont pas protégés par les Américains, qui ne protègent qu'Israël. Et donc, non seulement ils n'ont pas une bonne politique, mais toutes les dépenses qu'ils font pour justifier, entre guillemets, de ne pas chercher à avoir l'arme atomique ou des missiles balistiques pour se protéger de quiconque, en fait, montrent que c'est inutile, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont les esclaves des Américains et des Israéliens. Et c'est ce que disait Poutine il y a quelques jours dans une conférence. Il dit, si aujourd'hui, tous ces pays-là, et c'est vrai également en Afrique, ne comprennent pas que leur vraie indépendance passe par le réarmement intellectuel, économique et militaire des pays dans leur intérêt propre, sur le modèle de la Corée du Nord, puisque tu vois, la Corée du Nord, c'est un petit pays, et finalement, dans quelques temps, ils seront beaucoup plus influents que les Coréens du Sud, qui sont des laquais, qui sont en train de se ruiner avec les accords de tarifs avec Trump, de la même manière que les Allemands ou tous ces pays-là. Mais comme le souhait des dirigeants occidentaux en pleine connaissance de cause ou par profonde naïveté, comme la nouvelle première ministre du Japon, finalement, c'est de ruiner leurs économies et de n'avoir comme seule option le chaos et donc la guerre pour justifier la catastrophe. Et c'est ce qu'on se disait en aparté. Malheureusement, on y va, quoi. Rien ne semble indiquer que ça va se calmer. Ah bah oui, mais oui, on en parlait aussi en off tout à l'heure. La chose qui est au-delà du conflit, qui doit être quand même, qui est principalement difficile pour les Iraniens et pour les Libanais, on a des impacts là énergétiques très forts. On sait que déjà dans le conflit Russie-Ukraine. Au début, il y avait, semble-t-il, des retenues pour ce que les Ukrainiens tapent sur les moyens de production russes en termes de pétrole et de gaz. Et là, je ne sais pas si ça s'est accéléré ou quoi, mais en tout cas, en Russie, de nombreux sites pétroliers sont touchés. Et puis en Arabie Saoudite, ça date d'aujourd'hui, mais au Moyen-Orient également. Est-ce que pour moi, ça me fait penser à une volonté claire et nette de verrouiller cette production de pétrole et d'emmener le monde vers la on en parle beaucoup de pénurie, mais vraiment vers un point de non-retour. Oui, sur le point de vue énergétique, d'abord, là, c'est clair et net, on a un fort impact sur la production de pétrole et les flux de pétrole, même si ça concerne que comme on dit souvent, les 20% d'Ormuz. Mais oui, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a un point de non-retour et que même si on essaye de faire porter le chapeau là sur l'Iran, comme on le fait encore aujourd'hui avec la destruction d'un site de production de pétrole en Arabie Saoudite, moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est si ce n'est directement provoqué, qui est voulu par les mêmes qui déstabilisent les choses sur le front ukrainien, quoi. Alors juste peut-être pour parce que le chiffre de 20%, il circule, mais sans que ce soit très précis. En fait, par Hormuz, circule 20% du pétrole mondial. Mais en fait, c'est 60% du pétrole commercialisé. C'est-à-dire l'importance d'Ormuz est bien plus grande que le chiffre de 20%. C'est-à-dire des 60% de
du pétrole et d'une façon générale des hydrocarbures en fait qui sont commercialisés. Et c'est normal. Ah oui, c'est une nuance importante. Parce que moi, je crois avoir entendu Macron aussi parler de ces 20%, justement. Mais c'est 20% du... Et c'est 25% des ingrédients en fait, nécessaires pour tout ce qui est les engrais chimiques. Donc c'est véritablement considérable. Et l'alternative pour les engrais chimiques, c'est uniquement la Russie. Et qui n'a plus de bateaux pour en faire parvenir en Afrique. Donc comme tu te rappelles, pendant le Covid, quand il y avait, entre guillemets, des pénuries de masques, tout le monde se battait pour être sûr d'avoir les livraisons de masques qui arrivent. Au début de la guerre en Ukraine, quand il y avait moins de paysans qui produisaient du blé en Ukraine, tout le monde se battait pour piquer le blé des Russes qui était censé aller vers l'Afrique. On savait que ça atterrissait même en France. On peut imaginer que pour les engrais, ça va être terrible. Et on a eu un exemple sur les engrais. C'était le Sri Lanka. Il y a 4 ans, le Sri Lanka a fait un test. Ils font toujours des tests de toute façon. Le gouvernement a eu l'idée de génie d'arrêter d'utiliser des engrais chimiques. Ils ont dit voilà, on va devenir un pays connu pour ne pas utiliser les engrais chimiques, les prix vont monter, etc., etc. Sauf que la production a baissé de 80%, alors que les prix n'ont pas augmenté pour autant, puisqu'il y avait une surabondance en Inde et partout ailleurs. Et ça a été la famine. C'est-à-dire que non seulement ils n'avaient plus pour exporter et gagner de l'argent, comme ils n'avaient plus pour exporter et gagner de l'argent, ils n'avaient plus les moyens de payer le pétrole pour les tracteurs, juste pour faire fonctionner les tracteurs. Je ne parle même pas d'engrais chimiques. Donc tout le matériel, les camions, le transport, etc. Et donc en fait, ça a été une spirale catastrophique qui s'est enclenchée, qui a conduit à la famine et qui a conduit à une situation de guerre civile où ils allaient même attraper les membres du gouvernement pour les lyncher en public. Et donc, les gouvernements du monde et les intelligences artificielles qui observent tout ça savent que sans engrais, c'est pas comme certains l'anticipaient 20 ou 30% de la production en moins, c'est 80% à cause du cycle qui se crée. C'est-à-dire, le paysan ne peut plus produire assez. Et comme le pétrole et tout le matériel qu'il utilise pour faire malgré tout la récolte des 20% restantes, les prix ont augmenté, les quantités ont baissé, et en fait, ça ne se justifie même plus de travailler dans ces conditions-là. Et ça, on va y arriver. Et à l'inverse... ça arrive un petit peu en France. Il y a eu récemment les pêcheurs qui commencent à plus pouvoir sortir en mer à cause du prix du gasoil, quoi. Ouais, alors parfois aussi, malheureusement, ils font un bras de fer pour avoir le droit de pêcher dans des zones où, en principe, ils ne devraient pas pêcher, des zones de reproduction de poissons ou autres. Donc, en réalité, tu sais, c'est comme les manifestations paysannes. Ils râlent et puis finalement, ils font vacciner leur cheptel. Malheureusement. Enfin, ils valident en fait la validation pour tout le monde. Ce qui fait qu'en fait, les rares qui ne voulaient pas vacciner se font doublement avoir, entre guillemets. Ça va être pareil pour les poissons. C'est-à-dire que tout ça ne profitera in fine qu'aux plus grands acteurs, entre guillemets. Ceux qui ont effectivement des bateaux-usines avec à l'intérieur des systèmes de réfrigération, etc., qui, eux, sauront avoir des dossiers d'aide, alors que les petits vont continuer à mourir tout doucement. Tu sais, moi, je discutais avec un copain qui essaie de se lancer dans la restauration, tu sais, en container. Et même quand tu es au bord de la mer... C'est-à-dire ? Tu sais, où tu te mets comme un camion, tu sais... Ah oui, sauf que c'est d'accord. Sauf que c'est un... OK. Les food trucks. Okay. Sauf que c'est un peu plus sédentarisé, si tu veux. T'as ça maintenant... un peu partout, les villes, elles ouvrent des containers à pizza, containers
à burger, conteneur à machin. C'est-à-dire que Ah ouais, ok. le camion arrive plus sur les lieux tel ou tel jour de la semaine. C'est là en permanence, c'est connecté à l'eau, à l'électricité, au machin, ceci, cela. Bah, même quand tu es au bord de la mer, malheureusement, les crevettes que tu vends, elles viennent de Madagascar, quoi. Et les gens l'ignorent. Hein. Tu sais, c'est comme quand on était enfant, enfin, t'es un peu plus jeune que moi, entre guillemets, mais on allait dans des fermes auberges, dans les Vosges ou dans le Jura, où on avait vraiment des produits des fermes auberges. Et aujourd'hui, si on y va, c'est que des trucs totalement industriels qui n'ont plus rien à voir avec de la production de fermes auberges. Parce qu'en fait, ceux qui ont réussi à gagner cette lutte sont devenus des espèces de machines industrielles énormes. Et vu les quantités de tables qui servent le midi en continu et le soir, évidemment, ils ne peuvent plus s'occuper des travaux de la ferme. C'est fini, tu vois, 20 ou 30 personnes à table à se partager 2 ou 3 tourtes faites dans la nuit par la mère et la grand-mère. Tu vois, Mais du coup, dérive. ouais. Du coup, on a la chance, grâce notamment à notre cher président, d'avoir le Mercosur juste avant les pénuries qui vont arriver, vu qu'on produit beaucoup moins sur notre sol. C'est quand même les choses s'enchaînent très bien. C'est quand même magique. Mais c'est exprès. Mais s'ils ont voté le Mercosur, c'est en plus, ça va permettre d'avoir du bio qui est pire que le label premier prix, en fait. C'est-à-dire que tout va descendre de niveau. C'est-à-dire, en fait, et je pense pas ça, hein, mais tu vois, ce qui était premier prix, bah, ça va devenir équivalent à de l'alimentation pour animaux. Ce qui était bio, ce sera l'équivalent de ce qui était premier prix. Et il y aura juste une toute petite élite qui pourra continuer à se nourrir correctement, sachant que quasiment l'intégralité des produits qu'on peut consommer, ils sont injectés, y compris les plantes. Et puis, juste, je voudrais quand même raconter à titre anecdotique, mais je pense que dans les personnes qui nous écoutent, il y en a parfois qui vont dans les supermarchés ou les épiceries et puis ils disent tiens, je vais me prendre des vitamines, je vais prendre le truc de jus d'orange frais, tu sais, avec les machines qui pressent les oranges devant toi. Mais quand tu regardes, en fait, les oranges, elles arrivent dans leur caisse, elles ont été traitées 50 fois avant d'arriver dans le magasin. Puis le magasin, au fur et à mesure, il vide les caisses dans le grand récipient, tu sais, où sont les oranges. Et puis après, elles vont glisser, puis elles vont être coupées en deux, puis elles vont être pressées. Sauf qu'en fait, les oranges sont lavées par le jus d'orange qu'on boit, en fait. Et donc, tous les pesticides dégueulasses, interdits pour la santé, etc., on les a. Tu sais, c'est un peu comme est-ce qu'une mère qui fume et qui se drogue, c'est bien qu'elle allaite, quoi. Alors, est-ce que c'est bon pour la santé, parce que tu as un petit peu de vitamine dans le jus d'orange, de prendre tous les pesticides fois 1000 qui sont lavés par ton eau vitaminée. Et tu te dis, mais ça, c'est interdit. C'est pas interdit. Au contraire, c'est encouragé. Et dans le même temps, ils vont interdire l'ivermectine. Enfin, tu vois, je vais pas refaire le délire sur le Covid, hein, mais ils sont très stricts sur des choses qui sont pas du tout dangereuses, mais des injections dont on connaît rien. Manger tous les pesticides infects qu'il y a dans les oranges. Enfin, je crois que les oranges, il doit y avoir 40 ou 50 produits. Ah oui, mais oui. Mais c'est comme pour les noix. Les noix. Bah tout, hein, les pommes, c'est une vingtaine de traitements minimum. Oui. Et pour être bio, il faut savoir, tu peux utiliser tous les produits chimiques obligatoires. Et donc, en fait, les industriels du bio, ils se battent pour que les choses soient obligatoires. Donc, par exemple, tous les vaccins, tous les anabolisants pour les animaux, qui t'interdiraient en principe de t'appeler bio, eh ben, tu as le droit de t'appeler bio parce qu'en fait, ils sont obligatoires. Donc, quand tu es bio, en fait, tu as 17 traitements
Et pas bio, tu en as 24 si tu veux. Mais tu en as quand même 17. Alors que bio, a priori, c'est 0. Eh ben non, l'État, quand il t'oblige à faire quelque chose, il ne te pénalise pas. Donc, il ne t'enlève pas le fait de pouvoir être bio. Alors, ça nous a un peu éloignés de l'Iran. Mais c'est pour dire qu'en fait, la guerre, elle est dans tous les domaines. C'est la guerre sur les prix, la guerre sur l'information, la guerre sur la nourriture, puisque c'est toi qui as fort justement introduit l'idée du Mercosur. Et en plus, il y a autre chose qui se passe avec le Mercosur. C'est que quand tu discutes avec des agriculteurs, ils te disent que c'est de plus en plus dur d'avoir du matériel pour réparer les tracteurs. Oui. Parce qu'en fait, tu sais, les tracteurs, ils utilisent des métaux spéciaux parce qu'il faut que ce soit très résistant, hein, vu les conditions dans lesquelles ils travaillent, tu vois, à labourer la terre avec plein de cailloux, de silex, de machin, etc. Tu vois, ça peut pas être du fer blanc, tu vois. Eh ben, c'est des métaux qui sont de plus en plus difficiles à trouver parce que l'industrie de l'armement ne laisse quasiment aucun métaux spéciaux accessible. Et donc, en fait, les agriculteurs passent après l'industrie de l'armement, qui peut tout s'offrir, en fait. Et donc, tous les métaux qu'on continue encore à faire en France, qui sont un peu particuliers, ils vont pour continuer à laisser survivre l'industrie automobile, et ils partent pour les usines d'armement en Allemagne, en Ukraine, ou voire aux États-Unis ou ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, nos agriculteurs, c'est vraiment les cul-de-patte du système, en fait. Mais voilà, il vaut mieux faire des émissions pendant 15 jours avec eux en disant voilà, on est les médias qui s'intéressent à eux, et puis en fait, pendant le reste de l'année, ne jamais parler, ou alors très anecdotiquement, quoi. On est vite passé à autre chose, en effet. En effet. Mais tout est lié, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est déconnecté. L'incendie de Notre-Dame est connecté à ça. Je le rappelle, tout à l'heure, on discutait ensemble des tours jumelles. Tout ça, c'est connecté. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui tirent les mêmes ficelles et qui nous amènent au même mur. Parce que là, en fait, si on ne regarde qu'Ormuz, on pourrait se dire, merde, les Européens sont victimes de cette guerre de Trump. Mais alors pourquoi les Européens, ils incitent l'Ukraine à bombarder les installations pétrolières et gazières de la Russie ? Pourquoi ils incitent la Pologne à continuer à fermer le gazoduc Yamal ? Pourquoi ils se sont jamais demandé s'il n'y avait pas des possibilités d'utiliser parce qu'en fait, tu sais, il y avait 4 tuyaux, mais il semblerait qu'il y ait un des tuyaux de Nord Stream qui pourrait être utilisable, entre guillemets. Donc, qui aurait pas totalement explosé et pourquoi ils ne les utilisent pas, en fait ? C'est parce qu'ils veulent vraiment faire crever les peuples. Quant à le patron de Palantir, Alex Karp, qui explique aux Allemands et aux Japonais qu'il est temps de revoir leur politique de neutralité, se réarmer et penser au nucléaire, c'est pas vraiment la voie de la sagesse, si tu veux. Surtout pour ces deux pays-là qui étaient des deux côtés du drame, on va dire. Exactement. Lors de, ouais. Mmh. Et ça donne. Et en réalité, quand Alex Karp dit ça, évidemment, c'est pas un côté on va prendre une revanche sur la Russie pour l'Allemagne ou autre. C'est qu'en réalité, lui-même, avec ses outils Palantir, il sait très bien que le peuple allemand est mûr. Il est mûr pour croire que finalement, il est temps de prendre les armes. Moi, j'ai été hier au téléphone pendant une demi-heure avec un copain qui est polonais, qui est en train de quitter la Pologne avec toute sa famille pour s'installer à Alicante, en Espagne. Et il dit, si ça ne suffira pas, on partira à l'autre bout du monde. Parce qu'il observe en fait la Pologne et il dit, mais je ne reconnais plus mon pays. Les gens sont bêtes, ils sont obnubilés par faire la guerre. Ils ne sont pas obnubilés par la paix, ou leur famille, ou le sort des enfants. Ils ont envie d'en découdre. Comme tu dis, ils sont mûrs. Tellement manipulés qu'en fait,
ils sont comme des chiens en cage en se disant allez, il faut qu'on aille, puisque l'Ukraine a réussi à résister, nous les Polonais, on va réussir à mettre à genoux la Russie. Surtout si l'Ukraine continue à se battre. C'est ça qu'ils se disent. On va récupérer tout ce qu'on a perdu après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai partout. Même des petits pays comme l'Estonie, la Lituanie, ils deviennent fous en fait. Oui, et pour... Non, tu évoquais... Ouais. Vas-y. Je voulais juste dire, on n'imagine pas l'impact d'avoir rasé dans tous les pays d'Europe toutes les statues à la mémoire des soldats russes et de la Russie qui a sacrifié 27 millions de vies pour libérer l'Europe du nazisme. Alors je sais que beaucoup de gens pensent que c'est plus compliqué que ça. Peu importe. La Russie a vraiment perdu 27 millions de vies. Et quels que soient en fait ceux qui tiraient les ficelles en Allemagne, c'était pas vraiment les amis de l'humanité. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais deux choses en tête. Alors, je vais les donner et puis je te laisserai réagir. Tu parlais de l'Espagne tout à l'heure, qui semble être le seul résistant, en tout cas en Europe, à ce qui se passe. Alors déjà depuis le 7 octobre, de ce qui se passe en réponse des Israéliens contre le peuple palestinien. Donc c'était vraiment dès ce moment-là un pays soutien via son président. Et les choses se répètent là sur le conflit iranien. C'est les seuls, en tout cas le chef d'État, je sais même pas comment il s'appelle, le président ou premier ministre, hein, c'est ça, c'est le premier ministre. C'est Pedro Sanchez. Et à ton avis, il va tenir le coup face au, parce que j'en ai entendu parler récemment là et si tu veux, ça m'a l'air difficile de résister quand on est le seul pays, en tout cas en Europe, à avoir une conscience quelque part politique à résister à ce qui se passe et à Gaza et en Iran. Tu as deux choses dans ce que tu me dis et dans ma manière de regarder ça. La première chose, c'est que les hommes politiques sont les spécialistes des discours. Donc, les discours espagnols sont agréables à écouter, mais les actions espagnoles, ils ne font rien en fait pour que ça change. Ok. C'est que des choses extrêmement symboliques. Si tu veux, c'est en ce moment en Espagne, ils ont les mêmes panoplies de lois qui sont en train de faire passer sur l'avortement, ce qui n'est pas vraiment quelque chose de très classique. Hein. Tu vois, l'Espagne, ça reste un pays très catholique, pas vraiment favorable à tout ça. Mais on sent que c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que la population espagnole est très sensible à ce que vivent, pour plein de raisons, les populations à Gaza, les Iraniens, les Libanais, etc. Parce qu'ils ont vécu ça récemment. Si tu veux, le peuple espagnol, il a vraiment vécu des périodes très douloureuses dans son histoire contemporaine. Comme le peuple russe, le peuple polonais, même d'une certaine manière le peuple ukrainien. Ce qui n'est pas du tout le cas du peuple français. Enfin, nous, on a une guerre pékinisée, si tu veux. Et quand De Gaulle est arrivé, ou même les Américains, l'affaire était entendue, si tu veux. Et Londres a souffert. Quand d'autres villes ont souffert, mais ils ont souffert sous les bombardements américains. Ils n'ont pas souffert sous les bombardements allemands. Après, bon, je ne vais pas parler de toutes les exactions qui ont pu se passer avec les Allemands, mais revenons aux Espagnols. Donc, ils font passer les mêmes lois sur la censure. Ils ne font aucun veto envers l'Ukraine et le financement de la guerre en Ukraine.
Ils ne font absolument rien sur toutes ces choses-là. Ils ont poussé mollement, entre guillemets, pour que Israël ne soit pas favorisé. Puisqu'en fait, il faut savoir que Israël, commercialement, mais dans le sens d'Israël vers l'Europe, pas dans le sens de l'Europe vers Israël, n'a quasiment aucun droit de douane à payer, en fait. Okay. C'est-à-dire les produits israéliens, ils arrivent en Europe comme s'ils étaient européens. Mais de toute façon, ils participent à l'Eurovision, ils participent à la Champions League, ils participent à toutes les compétitions européennes, alors que les Russes sont interdits de tout. Et que il est même interdit d'appeler au boycott, hein, je crois. L'appel au boycott des produits israéliens a jamais été très bien considéré. Alors, en tout cas, en France, j'ai souvenir d'une période. C'est interdit par l'Europe, c'est interdit par les Nations Unies d'interdire les boycotts, mais la France interdit spécifiquement d'évoquer les boycotts quand ça concerne Israël, parce que ce serait antisémite. C'est-à-dire que l'arme qui a fait tomber l'apartheid d'Afrique du Sud ne peut pas être utilisée pour l'apartheid, puisqu'il s'agit bien d'apartheid. Ça a été prouvé avec la loi sur le terrorisme et les peines que peuvent subir des terroristes en Israël, qui est une loi qui ne concerne que les étrangers, enfin les non-juifs. Ça ne concerne pas les juifs. Et qui peut donner la peine de mort. Alors, quand tu sais que quand tu as plus de 15 ans et que tu lances un caillou en direction d'un soldat ou d'un Israélien, c'est considéré comme un acte de terrorisme. En ce moment, dans les prisons israéliennes, sur 15 000 prisonniers référencés, il y en a 10 000 qui pourraient être pendus. 10 000. Et la loi pourrait s'appliquer pour eux déjà ? Ah, la loi s'impose. Ouais, mais ce serait rétroactif là pour ceux déjà qui sont emprisonnés. Oui, mais tu sais, le système des peines en Israël, il est permanent. C'est-à-dire qu'en réalité, mais c'est comme dans une prison française. Non seulement ta peine peut être réévaluée au regard de l'évolution de la loi. Enfin, moi, je sais bien comment fonctionne la loi française, puisque j'ai été condamné pour des tweets qui datent d'après une plainte, et pour une loi qui nécessite de justifier une dégradation de la condition, et la dégradation date d'1 an et demi avant que j'ai commis des actes. Et pourtant, on m'a condamné. Donc, pour des faits qui datent d'après la plainte, alors qu'en principe, la plainte arrive et dénonce des faits qui justifient la plainte, moi, j'ai rien fait avant cette date, je n'ai agi qu'après cette date. Et agi entre guillemets. Et je suis le seul des 10 prévenus qui était dans ce cas-là. Mais ça n'a pas suffi pour... mais si tu veux, quand on arrive là, on est au-delà du délire. Et si tu veux, ça se passe comme ça en France, mais ça n'intéresse personne déjà. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses absurdes qu'on nous apprend à accepter que comment veux-tu, face à cette symphonie d'absurdité dont on abreuve les gens du matin au soir, enfin, si tu veux, c'est la balle folle de Lee Harvey Oswald, le tueur isolé, machin, c'est 3 tours qui tombent avec 2 avions, c'est des passeports qui sont retrouvés de plusieurs des terroristes alors qu'ils étaient dans les cockpits de l'avion et ils sortent quasiment indemnes de la destruction des tours qui se sont pour ainsi dire vaporisées, etc., etc. On est arrivé à un moment, si tu veux, pour le Covid, 5 laboratoires médicaux sont capables en quelques mois de trouver un vaccin, et ça fait 50 ans qu'ils essaient de cette technologie, et ça n'a jamais marché, etc., etc., etc. Rien ne tient la route, Notre-Dame brûle, et pourtant, tout le monde gobe. On ferme le monde pour une maladie qui tue un peu plus, entre guillemets, que la grippe saisonnière, qui disparaît. C'est-à-dire le Covid, il a soigné la grippe, en fait. Oui. Et Trump l'a achevé.
Poutine l'a achevé en déclenchant la guerre contre l'Ukraine du jour au lendemain. Ouais, ça s'était terminé. Alors non, au début, il fallait vacciner les Ukrainiens parce qu'ils n'avaient pas été très vaccinés. Pour que l'Ukraine ait des aides, elle devait vacciner tout le monde. D'accord. On a vachement oublié ça. Mais au début du conflit, les Européens ont imposé une amélioration du taux de vaccination en Ukraine si l'Ukraine voulait avoir des aides. D'accord, ok. Non mais c'est aberrant. Le seul pays au monde qui n'a pas touché une seule fois au vaccin, c'était quasiment interdit, c'est la Biélorussie. D'accord. Même en Afrique, ils ont essayé pour satisfaire l'OMS et machin. Puis tu sais, même s'ils n'avaient pas essayé, le Pentagone arrivait avec des milliards de vaccins. Tu te rappelles, hein, l'Amérique était tellement généreuse qu'il ne servait pas si vite que ça les Européens pour pouvoir servir les Africains qui avaient tout sauf besoin de ça. Si tu veux, pour 25 balles l'injection, même si c'était valorisé que 3 pour le Pentagone, ils creusent un puits en Afrique. Ils ont plus besoin d'eau, c'est plus vital que d'être soignés contre une maladie qu'ils n'auront jamais. Mais ça n'a dérangé personne. Que on t'explique que d'avoir la maladie, ça te soigne moins bien que le vaccin. Mais et les médecins te disaient ça. Non, mais c'est normal. Même si vous avez eu la maladie, il faut quand même vous vacciner. Mais dans tous les livres de médecine, ils disent l'inverse. Comme quoi, tu vois, l'Iran, ça nous a amené à tout, parce que tout est lié. Mais tu sais que ça pourrait nous ramener ici. Là, j'ai vu tout à l'heure que ils nous refont le coup d'un virus sur un bateau. Je sais pas si tu as vu ça. Ça date de il y a quelques heures. Il y a un bateau qui est en quarantaine avec un virus, je sais plus, un nouveau virus. Bref. Donc, qui sait, dans un mois, ça se trouve, on aura une couche supplémentaire. Non, mais t'as raison. Les conflits. C'est le truc que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'on a un conflit qui dure fortement et bien plus que même les pro-russes s'imaginent en Russie, qui dure, qui va sans doute durer jusqu'à au moins 2027. Là, on a un conflit a priori, je sais pas ce que t'en penses, qui va durer au moins l'année 2026, le conflit en Iran, puisque on a comme le Covid, hein, on a des hauts, des bas, des confinements, des déconfinements, des trêves, et puis ça repart. En fait. Les nerfs sont mis à rude épreuve. Ils bossent d'arrache-pied, encore une fois, pour balkaniser l'Iran. Donc, tu vois, parfois, Trump parle avec une forme de naïveté quand il dit on ne sait plus avec qui parler. En fait, je pense qu'il y a des canaux officiels iraniens. Tu vois, le président de la République iranienne qui continue, par exemple, à parler avec Emmanuel Macron. C'est comme si ils avaient toujours pas compris, en fait, le double jeu en Iran, le double jeu à Gaza, et surtout le triple jeu avec l'Iran. Parce que si l'Iran souffre autant, c'est parce que les Européens n'ont jamais respecté les accords que les Iraniens, eux, ont respectés. Quand les États-Unis sont sortis de l'accord, les Européens sont sortis en y restant. C'est-à-dire, ils ont dit, malheureusement, les Américains réimposent plein de sanctions sur les questions économiques, donc on ne pourra pas vous aider sur toutes ces questions-là. Mais en revanche, nous, on tient à la non-prolifération. Donc, si vous ne voulez pas nous perdre et perdre toute chance, entre guillemets, de revenir un jour dans le concert des nations, respectez ça. Et en fait, ils ont respecté tout ce qui leur était défavorable et ils n'ont jamais rien eu de favorable. Et au moment où les sanctions auraient dû s'alléger, il y a eu la guerre des 12 jours. Ouais, et puis ils ont refait le même coup là, la dernière fois, à chaque fois. Ouais. Et en fait, quand tu imagines, je me posais la question tout à l'heure, aujourd'hui, je me la suis posée plein de fois, mais là, je me suis... Imagine une seconde que la Russie ou la Chine fasse à un pays ou à une région du monde ce qu'Israël a fait à Gaza. Mais imagine une seconde.
Je sais que ça n'a pas été très facile pour les Tchétchènes. Mais les Oui, Tchétchènes, c'est ce que, tiens, je pensais exactement à ça. Oui. ils étaient armés par tout l'Occident. C'est-à-dire que les Tchétchènes, ils avaient Lindsey Graham, ils avaient plein de pays qui armaient massivement les Tchétchènes. C'est-à-dire, si les Russes étaient obligés de se battre comme ça, c'est parce que face à eux, ils avaient un ennemi qui était suréquipé. Comme quand les Russes sont avancés en Géorgie. Oui, mais ils ont se retenu, Poutine a se retenu quand même avec l'Ukraine, qu'il ne l'avait pas avec la Tchétchénie. Mais la Tchétchénie, il faut voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Les gens, ils vivent en Tchétchénie, ils reviennent en Tchétchénie et ils comprennent qu'ils avaient été abusés par les Occidentaux. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait, les attentats, les machins, c'est parce qu'en fait, il y avait une énorme manipulation pour les instrumentaliser. Je ne vais pas te refaire un cours sur le terrorisme, mais on voit au Mali en ce moment, c'est pas prévu dans notre conversation d'aujourd'hui, mais ce qui se passe au Mali, quand tu as 12 000 soldats, comme il y a 10 jours, qui apparaissent de nulle part, exactement comme en Syrie, avec des pick-up, des manpads, des engins aériens, des drones, des machins, etc., et qui réussissent à prendre le contrôle pendant quelques heures de plusieurs villes importantes, avant finalement que les Russes décident d'utiliser à leur tour leurs hélicos, etc. Et puis là, maintenant, les Chinois viennent de livrer des quantités impressionnantes de matériel. Donc, et là, pour le coup, c'est la vérité. C'est-à-dire, tu sais, on disait, les Chinois ont beaucoup livré l'Iran. Bon, pour l'instant, on n'a rien vu. Mais, à part qu'ils donnent sans doute des informations satellites. Mais là, au Mali, ils ont envoyé énormément de matériel, puisque malheureusement, les Russes, tu vois, ne peuvent pas se déshabiller en termes de matériel. Déjà, les Russes, ils ont beaucoup de soldats Wagner dans ce qu'ils appellent l'Africa Corps, mais ils ne peuvent pas, tu vois, le matériel, ils gardent tout parce qu'ils savent que ça va dégénérer. Entre les Polonais, les Allemands, les Estoniens, enfin, les Roumains, même les Hongrois, à un moment ou à un autre, on va voir comment tout ça va évoluer, mais on est... il y a vraiment cette volonté d'en découdre. On évoquait tout à l'heure. Je t'ai perdu, Bertrand. Je t'ai perdu. Donc on évoquait tout à l'heure. Attends, je viens de te retrouver à l'instant. Non, mais je t'ai perdu. Je recommence là où. Ça marche. On évoquait tout à l'heure en fait les conséquences sur l'inflation, l'agriculture, le prix à la pompe, etc., de l'essence. Mais je ne sais pas si on l'a dit uniquement quand on parlait juste tous les deux ou au début de l'émission, mais toutes les destructions que subissent les Russes depuis quelques semaines en parallèle du conflit iranien sur leurs infrastructures pétrolières, c'est considérable. Oui. C'est plus de 40% du potentiel de raffinage russe a été détruit au cours du mois passé. C'est énorme. C'est-à-dire que même la Russie, pour ses besoins militaires, aériens, etc., elle continue à produire énormément de pétrole, la Russie. Mais à part par des oléoducs et des gazoducs, ils avaient quelques bateaux pour le pétrole liquéfié, le gaz liquéfié. Ils ont été détruits. Le dernier a été détruit en Méditerranée il y a quelques semaines, soi-disant par l'Ukraine. Comment l'Ukraine a eu les moyens d'avoir des vedettes rapides ou des drones dans la Méditerranée, il faudra qu'on m'explique. Les pétroliers russes sont soit détruits, soit endommagés, soit arraisonnés par les Européens, soi-disant parce qu'ils couperaient des câbles sous-marins ou ceci ou cela. Donc la fameuse flotte fantôme russe qui permettait de continuer à commercer, elle a été considérablement réduite et détruite pendant cette guerre par les Occidentaux sous couvert d'application de sanctions ou de principes de prudence. Parce que comme ils ont interdit aux assureurs d'assurer les bateaux russes, donc les bateaux russes ne sont plus assurés. Donc les équipages, enfin les bons équipages en fait, tu sais, si tu as un équipage et que tu vas bosser pour un bateau russe,
ben ensuite, ta carrière, elle est terminée, en fait. C'est-à-dire, tu peux plus aller bosser pour d'autres. Oui, si tu limites le champ de tes employeurs possibles, oui. Ben c'est terminé, en fait. Parce que même aujourd'hui, les Chinois, ils travaillent avec les Russes, mais ils ont besoin d'assurance. Or, les assurances ne voudront plus assurer des bateaux qui ont été pilotés par un capitaine qui a travaillé pour des Russes. Enfin, c'est un truc de fou furieux. Non, mais là, on a vraiment un point de rupture très fort. D'ailleurs, tout ça, ça va dans le sens de l'agenda 2030, petite parenthèse, mais toute cette, comment dire, toutes ces limitations des moyens de production pétroliers et gaziers fait les bonnes affaires de l'industrie on va dire électrique, des voitures électriques et tout ce qui est parfaitement comment dire compatible avec l'agenda 2030 sur tout l'aspect énergétique et écologique d'ailleurs. Alors c'est vraiment un accélérateur. Hein. Mais à court terme, ça fait surtout les affaires des Américains. Trump, il dit en plaisantant, il n'y a jamais eu autant de bateaux qui ont traversé l'Atlantique et le Pacifique pour venir se servir chez nous. Et sachant que tout ça se passe, et on en avait parlé dans nos précédentes émissions, dans la foulée de la prise de contrôle du Venezuela par les États-Unis. Parce que tous les mêmes experts qui expliquent que l'Iran est en train de donner une raclée aux États-Unis, aux Israéliens, que Gaza, ça allait être le Vietnam des Israéliens, que le Hezbollah allait donner une leçon aux Israéliens, ben les mêmes, exactement les mêmes, ils disaient, vous verrez, le Venezuela, il est préparé depuis 30 ans à la guerre contre les États-Unis. Ça a duré une journée. Tout à fait. Non mais, parce qu'aujourd'hui, on dit, mais non, mais il y a des personnes qui expliquaient à leurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de fans que dans l'Iran, il y avait des centaines de milliers de missiles enterrés. Il suffisait de faire tic et ils décollaient dessous le sol. Tu sais, c'est exactement... Mais qu'ils allaient raser Israël, alors qu'au final, c'est des sites pétroliers qui sont touchés dans les pays du Golfe, mais pas... Exactement. Pas en Israël. Et ce qui ne sert les intérêts que d'un pays, c'est d'Israël. Il y avait deux pays qui avaient un avantage, entre guillemets, à ce que les sites pétroliers de cette région soient abîmés. La Russie et Israël. La Russie ne peut plus en profiter, ils n'ont plus de bateaux, ils n'ont plus de gazoducs et d'oléoducs qui fonctionnent vers l'Europe. Je te rappelle que la Hongrie avait accepté de débloquer les 90 milliards vers l'Ukraine, sous réserve que l'Ukraine réouvre les oléoducs vers la Hongrie. Eh bien, la Hongrie avait à peine validé que les Ukrainiens ont changé d'avis. Oui, mais c'est merveilleux. Parce que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Oui, alors que ceux qui font les promesses ne les tiennent jamais et qu'on continue de les croire. C'est quand même c'est magique. Hein. Mais ça, c'est la spécialité d'Israël. Ils sont les seuls à imposer des cessez-le-feu qui ne s'imposent qu'à la partie adverse. À Gaza, en avril, il y a eu plus de 150 morts. Alors, ce qui est terrible, c'est que ça paraît pas beaucoup, 150 morts, quand tu le dis. Mais, ouais, comparé aux moins 200 000 directs et indirects, oui, mais bon. Mais 150 morts, c'est des gens qui sont morts directement sous les bombes et dont on a trouvé les cadavres, parce qu'il y en a sans doute beaucoup plus qui sont morts en avril. Hein. Je te parle pas de ceux qu'on trouve et qui seront jamais trouvés d'ailleurs, parce qu'Israël vaporise tout, donc il n'y a plus de cadavres, il n'y a plus rien, tu vois. Sous les décombres, c'était déjà plus que des os. Alors, quand ils passent ça au bulldozer, il reste plus que de la poussière. Donc, comme il n'y a plus d'archives, même les Palestiniens vivent et ils disent « je n'ai plus d'existence, j'ai plus de papier d'identité, j'ai plus de papier de propriété. » Ils n'ont plus rien. On sait tous très bien. S'ils veulent aller au tribunal, le tribunal leur dira « mais vous savez, mon bon monsieur, je vous aime bien, je sais que c'est terrible ce que vous avez vécu. » mais vous n'avez aucune preuve. Et ce qui est fou, ce qui est quand même incroyable, et à l'inverse, sur l'expoliation, 50 ans après, il continue à y avoir des milliards qui sont donnés par...
Et là, ça fonctionne. Mais pour les spoliations des Palestiniens, rien. Zéro. Et il n'y aura jamais un centime. Ils peuvent partir avec un chèque de 500 € pour aller quelque part, servir d'esclaves, mais personne ne voudra d'eux parce que ils sont présentés dans les médias comme étant vraiment des gens pas bien, en fait. Et je me rappellerai toujours de cette interview de cette star de la dissidence qui, en fait, récitait sans en avoir l'air la Hasbara, quoi. C'est-à-dire, il disait, sur 10 minutes de discours, il disait 1 minute quelque chose de sympathique et 9 minutes, c'était le discours empoisonné de la Hasbara, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Oui, je t'entends. J'allais dire, profite de dire tout le mal que tu es en train de dire là, parce que on voulait parler de la loi Yadan, alors peut-être qu'on va en parler brièvement, mais tout ça, alors on a échappé à la loi dite Yadan là au mois d'avril justement, qui a été alors si je refais vite l'historique, elle a fait beaucoup parler d'elle parce que il y a eu des petites oppositions côté LFI, qu'il y a eu une grosse entre guillemets, parce que je crois que c'est 700 000 signatures, pétition pour qu'elle soit discutée. Hein, je crois que c'était juste pour qu'elle soit discutée. Pétition que j'ai signée personnellement, donc comme ça je suis doublement, triplement fiché, c'est bien, et qui a été rejetée. Ben oui. Vouloir aller contre la loi, c'est risqué. Hein. Bon, et tout ça est repoussé, a été mis sous le boisseau, et puis sera remanié, ressorti au mois de juin. Bon, juste quelques mots parce que je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler, et tu auras toi-même l'occasion d'en reparler, notamment dans tes lettres Substack, justement à ce moment-là. Mais oui, ça pour toi c'est une loi qui va à peine être remaniée, peut-être renforcée, renommée, et qui va nous être servie pendant que tout le monde regarde le foot au mois de juin, quoi, en fait. Alors exactement, je vais te dire. Macron, il avait plusieurs rêves. Alors je ne sais pas si faire brûler Notre-Dame en faisait partie ou c'est arrivé. Avoir des sous-marins capables de faire 10 fois Hiroshima aussi, ça a l'air d'être son fantasme aussi, ça. Hein. Oui, il le dit. L'IVG dans la Constitution, l'euthanasie à la carte et cette loi Yadan, en fait. Mais en réalité, la loi Yadan ne sera qu'une étape avant une autre étape qui est d'inscrire dans la Constitution, et ça, il le fera avant l'élection de 2027, que la France est un pays judéo-chrétien. C'est-à-dire que le mot judéo-chrétien a été inventé dans les années 70, ça n'existait pas avant. Donc c'est pour tous ceux qui croient que ça existe depuis toujours. Ça a été toléré par Vatican II, comme quoi, tu vois, le Vatican était bien infiltré. Tout ça s'est passé en même temps. Hein. Et ils veulent absolument ça. Donc la loi Yadan, qu'est-ce que c'est? C'est la suite des lois Pleven, mais Pleven pas version Giscard, hein, Pleven version Mitterrand, puisqu'en fait la loi Pleven a évolué avec Mitterrand et Jack Lang et comment il s'appelle, Pierre Berger et autres. En fait, c'était soi-disant pour donner plus de pouvoir à SOS Racisme et aux associations comme SOS Racisme. C'est-à-dire, c'était leur permettre de vraiment aider des victimes de racisme, d'ostracisme, de tout ce que tu veux. Et donc, ils avaient le droit d'être partie civile. Mais à tel point que même si la victime décidait de ne pas porter plainte, ils pouvaient porter plainte pour elle. Même s'ils n'étaient pas capables de prouver directement que leur cause était atteinte par ce qu'avait vécu la victime. En fait, il suffisait de créer des parallèles ou d'expliquer qu'en fait, leur travail, c'était de sensibiliser sur ces questions-là. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que les seules associations qui avaient des moyens, qui avaient des avocats, elles
elle ramait que dans le même sens, en fait. Ensuite est arrivée la loi Guesso, toujours sous Mitterrand, le maître spirituel, le vrai maître spirituel de Macron. Et la loi Guesso, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'histoire est sanctuarisée. Donc, les gens comme, je ne sais plus comment s'appelle, le professeur de Lyon. Forisson, Robert Forisson. Voilà. Les gens comme Forisson, ils ont beau être docteurs, ce sur quoi ils travaillent peut être étudié dans tous les pays du monde, et il peut y avoir des travaux sérieux qui percent, mais en France, c'est interdit. Et c'est devenu, depuis la France, plus difficile en Allemagne, plus difficile en Angleterre, etc. Et là, il y a eu ensuite la loi sur les discours de haine, soi-disant pour protéger les enfants, hein. C'est la visite récente de Brigitte Macron aux États-Unis, c'est tous les discours de Starmer en Angleterre, en Australie, où comme par hasard, il y a eu un attentat en même temps qu'Hanouka ou je ne sais plus quoi. Et maintenant, en fait, ça va un cran plus loin. En même temps qu'il y a cette loi qui est en train d'avancer comme un rouleau compresseur en France, eh bien, tu as les mêmes problématiques dans tous les pays du monde occidental. Angleterre, manifestation interdite. Australie, évolution de la loi. Aux États-Unis, c'est le truc numéro un. Enfin, il faut regarder l'antisionisme. C'est alors les gens disent mais non, Trump, en fait, il fait semblant d'être un ami d'Israël, mais pour mieux les détruire de l'intérieur. Bah, il fait tout l'inverse de ce que prétendent les Kurdes. Parce qu'il permet le génocide de Gaza, il permet d'envahir le Liban et de le détruire, y compris des sites chrétiens. Tu sais, c'est le monastère qui a été entièrement détruit. Et il y a les images qui montrent qu'il est détruit. Eh bien, le porte-parole du ministère de la Défense israélien ose répondre à la télé française et américaine que non, il a été à peine légèrement endommagé. Alors qu'il y a des ordres d'évacuation qui ont été donnés depuis des semaines et que le monastère est vide, et que le monastère a été quasiment détruit et le village entier autour du monastère a été rasé. Et il a été rasé hors tout combat puisqu'il n'y avait personne. Ce qui correspond à un crime de guerre. On ne rase pas un village sans raison. D'autres que et vouloir envahir un pays, c'est pas une raison qui justifie. Enfin, tu vois, ça fait pas partie c'est un crime de guerre. Et donc nous, on est alliés, on commerce avec un pays qui commet des crimes de guerre quasiment quotidiennement depuis qu'il existe. Et en disant ça, vraiment, je pèse mes mots. J'ai acheté, il y a quelques semaines, un livre qui date de 2008. Donc, c'est pas très vieux, tu vois. De 2008. Avec une préface d'Amos Gitaï et qui a été rédigé par un des patrons de l'AFP. Donc, tu vois, 2008, on est en 2026. Eh bien, pratiquement tout ce qui est dans ce livre, y compris les illustrations, aujourd'hui, c'est considéré comme du complotisme ou de l'antisémitisme. Parce que c'est quoi ? Pour voir, parce que, par exemple, tu as la carte de la manière avec laquelle Israël colonise. Tu as la vie en Palestine avant l'arrivée d'Israël, où c'est bien encore à cette époque-là appelé Palestine, avec la monnaie, le machin, multiconfessionnel, et un État qui va vers l'apartheid. Tu as l'explication, si tu veux, et la manière avec laquelle Ben Gourion provoque les États arabes à tomber dans son piège. De faire la guerre alors qu'ils n'ont pas d'alternative à le faire, puisque tout est fait pour les provoquer en ce sens-là. Mais tout ça, c'est documenté. C'est-à-dire ce petit livre qu'on pouvait acheter, qui doit maintenant être totalement introuvable. Tu vois, j'ai trouvé ça dans un...
tu sais, comme un vide-grenier, quoi. Ouais, Et, marché aux puces. et que la personne l'avait acheté sans même le lire, tu vois. Le livre, il est comme neuf. Hein. Et, et tu te dis, mais à quelle vitesse on efface l'histoire? C'est-à-dire, ce qui est dans ce livre, c'était toléré. Aujourd'hui, aucune maison d'édition ne pourrait écrire ça. Et si quelqu'un de l'AFP voulait l'écrire, il perdrait son job immédiatement. Tu vois la vitesse à laquelle les cerveaux sont gangrénés. Et ça, Mais tu te demandes limite donc, pourquoi ils ont besoin de lois supplémentaires, en fait. Tellement tout est... C'est le saut final, quoi. En fait, la loi, je vais te dire, moi j'ai étudié ça depuis longtemps, parce qu'il y avait deux lois en parallèle. Il y avait la loi Yadan, qui était portée par une députée de l'Assemblée nationale, et il y avait une loi symétrique, entre guillemets, qui était portée au Sénat. Étudier le projet de loi qui circulait au Sénat. C'était quoi cette deuxième loi? C'était quoi? C'était similaire à la loi... La même chose. C'était la loi sur les nouvelles formes d'antisémitisme. Ok. Et en fait, tu sais, j'ai fait beaucoup de conseils en stratégie. Eh ben, la loi, elle était rédigée pas du tout pour protéger des nouvelles formes d'antisémitisme, pour être sûr qu'aucune personne qui serait attaquée dans le cadre des lois Pleven, dans le cadre de la loi Guesso, dans le cadre de toutes les lois sur l'antiracisme ou machin, dans le cas de toutes les lois sur la haine, pour être sûr qu'ils ne puissent pas échapper. Et donc la loi inclut le fait que tu n'as pas le droit de faire d'humour, que tu n'as pas le droit de parler au second degré, que tu n'as pas le droit de faire des comparaisons historiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris tous les procès où les personnes ont réchappé, n'ont pas eu une peine lourde, et ils ont créé une loi pour que le juge ne puisse plus trouver un échappatoire à l'inculpé. Parce qu'en fait, les juges, ils pouvaient... tu vois, il y avait des choses qui étaient interprétables et ils pouvaient décider, en leur âme et conscience, par rapport à l'esprit de la loi, du droit, dire non, il est innocent, il y a non-lieu, ou alors petite condamnation. En fait, là, la loi, elle ne laissera plus cette possibilité au juge. Un peu comme la loi sur la haine, la loi Schiappa. C'est-à-dire même des événements qui datent d'après ce qui est censé avoir déclenché quelque chose qui justifie une plainte, eh ben, pourront être insérés dans la plainte par la logique de groupe. Si tu veux, c'est un peu comme si tu faisais... je ne saurais même pas trouver un exemple logique. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe, en fait. Ce sera rétroactif. En fait, tout, absolument tout pourra être utilisé contre toi. C'est-à-dire que dans la loi, tu pourras avoir dit quelque chose d'une certaine manière et tu seras protégé par un certain nombre de choses. Mais s'il réussit à prouver que dans d'autres circonstances, tu as été moins net dans ta manière de t'exprimer, soit dans un dîner et quelqu'un avait déjà fait une main courante à ce sujet, soit dans un vieux document quand tu étais étudiant, soit quelqu'un de très proche de toi, tu vois, et un soutien où tu as dormi, tu sais, comme avec les attentats de Charlie Hebdo. Le mec qui a hébergé dans son Airbnb les terroristes, il a pris des années de prison. Mais le McDo qui les a nourris la veille, rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non mais, en fait, c'est fait pour choisir des cibles et les faire tomber, en ayant l'air d'appliquer la loi, en ayant l'air de respecter des principes. Et comme la France est un pays qui est au-dessus de tout soupçon, c'est-à-dire que le monde entier nous regarde encore comme une grande démocratie, ça va faire énormément de mal. Tu sais, quand tu as été condamné, même si c'est sujet à appel, etc., je te rappelle que Pascal Praud expliquait
la présomption d'innocence de Sarkozy et que voilà, il y avait toujours des recours possibles, etc. Pareil avec Morandini. Je te parle avant la condamnation définitive de Morandini. Mais nous, qui n'étions même pas encore jugés. C'est ça, il vous souhaitait qu'on vous enlève toutes vos possessions. Je me rappelle du truc. Et tu te dis, mais ils sont exactement comme la France vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Israël. C'est-à-dire, dans un cas, c'est l'horreur la plus infernale et dans l'autre cas, c'est le droit de se défendre. Et pourtant, franchement, on a l'impression que les Russes font le 10e de ce que font, ou le 100e, ou le 1000e. Enfin, les Russes n'ont jamais empêché quiconque d'apporter des vivres. Ils ont même laissé les autres pays apporter de l'armement, au vu et au su de tout le monde. Israël bombardait les camions qui voulaient apporter des vivres d'Égypte et de l'eau. Mais on oublie toutes ces choses-là. Et ça n'a jamais été dénoncé par les Français. Jamais. Et dans les médias, c'était invisible. C'est-à-dire que dans les médias aux États-Unis, où les gens sont en grande partie pas aussi cons, entre guillemets, que les téléspectateurs français, et je suis désolé, je ne pense pas ça de ceux qui nous regardent, parce que sinon, ils ne nous regarderaient pas. Mais les Américains, s'ils savaient, si leurs médias montraient ce que fait Israël, mais ce serait terrible. Mais en réalité, nous, on a l'impression que les Américains savent qu'il y a une majorité qui s'écarte d'Israël, etc. Mais ils ne savent qu'1%, 1 pour 1000 des choses. Parce que TikTok a censuré tout le monde depuis tout le temps, Amazon aussi, Google, etc. Il n'y a rien qui filtre, même sur X. On a déjà du mal à se rendre compte réellement de ce qui peut se passer dans notre propre pays, donc c'est sûr que savoir Regarde, je fais une interview pour... comment les opinions sont dirigées dans un autre pays. Je fais une interview pour un média qui d'habitude ne parle pas trop de sujets politiques, entre guillemets, ou 1 fois par an ou 2 fois par an. Donc ils ont des bons algorithmes, ils ont des bons machins. Ma vidéo, elle en est à 640 000 vues. Elle dure 2 heures. Sur biomécanique. Ouais. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'aucune de mes vidéos ne dépasse les 5 ou 10 000 à part ça? Et dès que je vais dans une autre chaîne, ça fait 50 000, 600 000. Si c'est pas parce que les algorithmes écrasent, entre guillemets, tout ce que je fais ailleurs. Et toi, comme tu es sur des sujets, tu vois, l'égyptologie, etc., ils veulent surtout pas que ça sorte d'un tout petit monde. Donc, toi, tu dis, mais non, mais on est une toute petite communauté. Mais c'est pas vrai, en fait. Les gens, s'ils étaient sensibilisés à ces questions-là, ça les passionnerait. Parce que ils peuvent comprendre, entre guillemets, ce que vous racontez. Eh ben non, c'est fait pour rester comme une secte, en fait. Et plus les chiffres sont petits, plus les gens se disent, je ne vais pas perdre de temps à regarder ça, parce que c'est sans doute une petite secte de Maboul, quoi. C'est des témoins de Jéhovah de la pyramide. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que le chiffre est incitatif. C'est-à-dire que quand tu te dis, tiens, j'ai 1 heure, est-ce que tu vas regarder la vidéo qui a fait 100 000 vues ou celle qui a fait 5 000 vues? Bah, tu vas dire, je vais prendre celle qui a fait 100 000 vues. Tu sais, quand tu vas au cinéma, tu vas plutôt choisir le film dont tu entends parler massivement depuis 1 semaine. Même si c'est une merde. Tu t'en rendras compte après en disant, putain, je me suis encore fait avoir. Mais malgré tout, tu vas pas aller voir le film que tu aurais dû aller voir si tu avais vraiment réfléchi à ce qui était intéressant, parce que tu n'avais qu'un film à voir. Bah, c'est comme ça que ça fonctionne. TPMP, il prend tel créneau, Morandini prenait tel créneau, PPDA, il prenait tel créneau à l'époque, Christine O'Krent, Anne Sinclair, etc. Et donc, c'est autant de temps disponible du cerveau que tu n'as pas pour faire ton jardin, t'occuper de ta famille, aller marcher, écrire. Oui, parce qu'avec tous les sujets qu'on a évoqués, la situation semble très très pessimiste, et c'est sûr que dans ces cas-là, ce serait pas forcément une mauvaise idée que de se reconcentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les voisins autour de vous,
Et puis, comme tu dis, le jardin si vous en avez un. Mais c'est comme ça que ça va finir quelque part, puisque. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'informer. En fait. Non, je suis d'accord. Moi, je peux pas. Même si je m'informe de manière beaucoup plus, comment dire, synthétique et réduite qu'avant en termes d'écoute, même dans la dissidence, je peux pas m'empêcher de continuer à avoir, le nez dans l'info. Ouais, heureusement. Ce que je te propose, c'est qu'on parler de navette spatiale. Voilà, qu'on allège le sujet, qu'on allège la séance avec donc justement, on va sortir de la pesanteur terrestre pour parler de la mission Artemis. Alors voilà, qui a été noyée dans toute l'actualité du mois de mars et du mois d'avril, puisque c'est en gros ça a eu c'est un événement qui a duré une petite semaine ou 10 jours, je crois, au total. C'est une mission de 10 jours, Artemis 2. Le retour de l'homme autour de la Lune, voilà, annoncé comme ça, qui a été lancé quand même un 1er avril. Ils auraient quand même pu choisir une autre date. Le lancement d'Artemis 2, ouais ou pas. Comme on disait en off tout à l'heure, en plus, on reste dans la mythologie grecque. Hein, on est toujours dans la même mythologie. Orion, Apollo et là Artemis. Je rappelle Orion, hein, c'est l'insigne de la NASA. Hein, on a la constellation d'Orion qui est représentée. Bref. Et donc voilà. Qu'est-ce que ça t'a? Tu t'y intéressé un petit peu à ce sujet? Moi, j'avoue que j'étais un peu comme la plupart des gens. Je crois que ça a pas intéressé grand monde. Au-delà même de l'actualité, je pense pas que ce soit ça. Mais comme on nous a vendu déjà du rêve il y a de ça 60 ans maintenant. Attends, ça fait quoi, 60 ans, oui. 50. Non, presque 60. Bref. Toi, comment tu l'as vécu, toi, ce survol lunaire? Peut-être un premier clin d'œil, mais la couverture de The Economist un peu au centre du dessin et donc qui ressemble à une balle de foot. Celle de quelle année? Oui, la dernière, donc. Ok. De 2026. Il y a justement Artemis. Et donc, moi, j'ai regardé la photo et je me disais, tiens, ça ressemble pas à la fusée d'Elon Musk. Ça ressemble pas trop à la fusée Blue Origin. Donc, ça ressemble pas à Starship, à SpaceX. Ça ressemble pas trop à la fusée Blue Origin. Mais voilà, en fait, ils nous ont ressorti les fusées du programme Apollo en version testostérone, mais dans lequel, asseyez-vous bien, ils ont quand même réussi à mettre combien? 4 ou 5 astronautes? 3 hommes et une femme. Ouais, 4. Sans avoir fait aucun test. Donc ils nous ont refait le coup des injections du Covid. C'est-à-dire que la fusée, tu vois, tu as Elon Musk ou Blue Origin, ils font des tas de tests et de temps en temps, une fois toutes les 8 fusées, il y en a une qui explose et qui montre bien à quel point ils avaient raison de faire des missions pas habitées pour l'instant. Et d'ailleurs, Elon Musk se demande si un jour il aura besoin d'habiter ces fusées vu la vitesse à laquelle les robots progressent en fait. C'est-à-dire que les robots progressent plus vite que la certitude de pouvoir faire un vol habité sans perdre les gens qui seraient dans la navette. Mais là, ils n'ont jamais testé la fusée Artemis dans cette configuration. Elle apparaît d'on ne sait où, mais ils mettent 4 personnes dedans, auxquelles ils vont faire le tour de la Lune, mais comme par hasard, verront jamais la Jeep lunaire. Si tu veux, ils auraient pu, comme un clin d'œil, être les premiers depuis 60 ans à survoler la Jeep pour dire « Regardez, elle est toujours là ». Mais non, on n'aura vraiment jamais la photo de cette Jeep. Ou alors, on aura comme toutes les photos de la NASA, parce qu'il y a des choses très étonnantes. Hein. Ils tournent 3 fois autour de la Lune, mais la vue de la Terre, les nuages sont toujours aux mêmes endroits, etc. Et ils reviennent, et leur capsule, elle est censée être à plus de 1000 degrés. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la NASA qui explique la technologie, etc., que la surface extérieure de la capsule est à plus de 1000 degrés, mais grâce à des briques très particulières, des machins, les astronautes ne sont pas cuits dans leur tout petit truc.
T'imagines, c'est tout petit. Ils sont comme s'ils étaient sur une plaque de 1000 degrés, mais il y a une couche de 10 cm d'épaisseur qui leur évite de bouillir, en fait. Mais c'est tellement génial que quand ce truc qui est à plus de 1000 degrés à l'extérieur arrive dans l'eau, ça ne fait même pas bouillir l'eau. C'est-à-dire que non seulement ça cuit pas les gens qui sont dans la petite navette. Il n'y a pas de vapeur, tu veux dire, quand elle rentre en contact avec l'eau? Non, mais il faut voir les montages qui ont été faits, mais avec les images en direct, les images que tu peux voir à la télé. Et donc, ce qui prouve, selon tous les analystes qui ont vraiment voulu étudier ça sérieusement, moi, une fois que je me suis exprimé comme je me suis exprimé sur la Lune, j'ai pas besoin de revenir, tu vois, sur Artemis. Et tu vois, et puis Trump parle des Martiens tous les jours maintenant. Sur TPMP aussi, j'ai vu. Oui. Ouais, il n'a pas libéré les dossiers Epstein du 11 septembre. Ils en parlent même plus, ni de Kennedy. Et il nous a même pas encore dit ce qu'il y avait à Fort Knox. Donc, comme quoi, tu vois, tout est bidonné avec Trump. Oui, excuse-moi, je te fais une parenthèse. Justement, j'ai vu un extrait sur TPMP où il est annoncé que Trump a annoncé la création d'un site internet alien.com et qu'il va y avoir des révélations très prochaines. Là. C'est encore, voilà. Mais c'est encore un moyen Hollywood. de diviser. Hollywood. Mais oui, tu divises. En fait, chacune de ces crises a permis d'isoler les résistants. Donc, tu as les spécialistes du Covid, les spécialistes de l'euthanasie, de l'IVG, des retraites. Tu n'as que des experts et chacun est dans le silo de ses experts. Les experts du front russe, mais qui vont jamais oser parler d'autre chose, qui sont experts de ça. Les experts d'Israël, en bien ou en mal. Les experts de l'économie américaine, des banlieues américaines. Mais personne, encore une fois, n'a le droit d'avoir une vision globale. Tu sais, j'ai fait une lettre, ma dernière lettre sur Substack, c'est sur un personnage qui s'appelle Holger Strom. Et c'est un personnage dont j'avais vaguement entendu parler, mais il y a une semaine, j'ai quelqu'un qui m'envoie un lien vers une vidéo de la chaîne CLAD TV, qui est une chaîne catholique d'origine roumaine ou moldave, ou plus. Je suis chez eux. Et joint à l'interview de 2 heures de ce monsieur, il y a le transcript de l'interview. Et donc, que tu peux lire, en l'occurrence en anglais, mais je crois qu'il doit y avoir une version française. Et donc, je lis le texte et ça me fascine. Parce que toute la base du texte, c'est d'expliquer qu'en fait, tout est lié. Et que si on comprend que tout est lié, on se réintéresse à l'eschatologie, on admet qu'il y a la possibilité d'un diable, entre guillemets, donc il cite le mot diable, et c'est passionnant. Mais en même temps, ça m'a beaucoup inquiété, parce que quand tu as quelqu'un qui essaie de tout expliquer, et moi je me suis intéressé, par exemple, aux travaux de Pierre Hillard, enfin tout ça, Valérie Bugeaud, enfin tu vois, tous ces gens qui ont, entre guillemets, des théories du tout, Schwarz, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de quoi ils parlent pas. Tu vois, qu'est-ce qu'ils occultent dans leur travail pour pouvoir le faire et avoir une certaine renommée, une certaine reconnaissance. Et ce Holger Strom, il ne parle jamais d'Israël. C'est un non-événement. Et il ne parle pas des gouvernements en tant qu'entités qui ont du pouvoir. Il ne parle que des sociétés secrètes. Il évoque un peu... En fait, on est dans une version un peu plus évoluée de Hillard, que je respecte. Mais tu vois, là, on a quelqu'un de plus international, entre guillemets. Mais tu te rends compte qu'en réalité... les sujets essentiels, selon moi, qui sont la capacité d'un État créé en 1948 de faire la pluie et le beau temps dans sa région et de plus en plus dans le monde entier, ou la capacité de pays comme la France d'avoir un impact sur la censure
à l'échelle mondiale, ce qui a été montré dans les Twitter Files, etc. Et ça, tu vois, ça n'est pas, ça ne fait pas partie du référentiel en fait. C'est-à-dire qu'il se cantonne à expliquer que ce qui se passe dans les pays, ce serait lié aux sociétés secrètes. Et ça, il le décrit bien. Hein. Il parle de la franc-maçonnerie, les Illuminati, etc., etc. Mais à aucun moment, le fait qu'un président il ait le pouvoir sur les lois, sur les armes atomiques, sur les tarifs, sur les machins, il considère que c'est un personnage important en fait. Il fait partie des gens qui pensent que ces gens-là ne sont que les pantins d'autres personnes. Et moi, je ne crois pas. Je crois que quelqu'un comme Netanyahou est quelqu'un en mission, tu vois, qu'il a sa transcendance à lui et ses héritages. Pareil pour Trump, pareil pour Poutine, pareil pour Xi, pareil pour Macron. Et donc, mais j'ai trouvé quand même passionnant qu'on ait encore aujourd'hui des personnes qui osent avoir une pensée globale, en fait, dans un monde où on t'apprend à être un expert d'un petit truc, tu vois, les martiens, les machins, etc. Et toi, c'est intéressant, c'est pour ça qu'on refait souvent des émissions ensemble. Ta passion, c'est l'égyptologie, mais tu t'intéresses, en fait, ça t'oblige à comprendre les choses de façon beaucoup plus large en fait. C'est-à-dire que je t'avouerais que ça me semble assez secondaire quand même par rapport à. Il y a quand même un truc principal, c'est que je suis convaincu, pour tout dire, que depuis tout petit, presque depuis l'adolescence, qu'on est dans une période civilisationnelle très importante. Un nœud civilisationnel, vraiment un truc que certains associent directement à l'apocalypse. Peu importe, d'une manière générale, il me semble avoir conscience depuis très très longtemps d'être dans une phase vraiment bouillonnante de l'histoire et où on arrive à un moment où tout est possible en fait, le pire comme le meilleur, même si pour l'instant on voit beaucoup de choses assez sombres et voilà, je peux pas m'empêcher de prétendre vouloir savoir exactement ce qui va se passer, même si je suis qu'une petite chose dans un coin perdu de la France. Je peux pas, je me vois pas, comme je te disais tout à l'heure, bien évidemment, je pense que il est très très important de se focaliser sur ses proches, sa famille, ses voisins, d'être bien implanté localement et de bien établi, surtout si les choses partent en couille autour de nous. Mais voilà, je me vois pas quand même fermer les yeux sur ce qui se passe, ne serait-ce qu'à l'autre bout du monde. Tu sais que toi, tu es très sensible, par exemple, au sort des Palestiniens, entre autres, pas que, et des Iraniens. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont, j'ai presque envie de dire, déshumanisés, ils en ont rien à faire, quoi. Parce que, ce que je peux comprendre, parce que chacun a ses problèmes, chacun a son petit truc, mais moi, il me semble vraiment qu'on est dans une période très très importante et où il faut un minimum comprendre ce qui se passe pour pas être dépassé par les événements qui vont arriver. Mais tu vois, enfin, t'as dit quelque chose d'assez essentiel, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se disent, si c'était si grave ce qui se passe à Gaza, si c'était aussi grave que ce que tu dis, évidemment on en entendrait parler. Et comme le vaccin, s'il y avait des risques ou des machins, évidemment qu'on en entendrait parler. S'il y avait des effets secondaires, évidemment. En fait, les personnes ne peuvent pas imaginer que le gouvernement, comme son nom l'indique, il ment. C'est gouverner pour mentir, en fait. C'est comme ça, le mot nous dit ce que c'est. Ou gouverner en mentant. Enfin, mais le gouvernement nous ment. Et c'est dans leur nom. Et, oui. Mais pourtant, les personnes, en général, refusent cette idée. Ça dépasse l'entendement pour eux. Imaginez qu'une société peut décider de perdre beaucoup d'argent pendant une période
pour faire un plan de licenciement, alors qu'en fait, elle était très profitable, les gens commencent à croire que c'est possible. Parce qu'ils ont bien vu comment s'organiser les délocalisations, les demandes d'aide, etc. Mais à l'échelle des États, c'est trop sophistiqué, en fait, pour comprendre. C'est-à-dire que quand on leur présente la loi sur la haine, ou la loi sur... donc, ça se passe toujours en jouant sur les sentiments. C'est-à-dire, il y a toujours une histoire d'un suicide d'une petite fille de 8 ans ou 10 ans, ou machin. Quand aux États-Unis, ils font passer les lois sur le changement de genre, mais pour justifier ça, ils vont avoir des gens au-dessus de tout soupçon. Alors, en l'occurrence, un des meneurs de ça, c'était un rabbin pour son fils ou sa fille de 10 ans. Et c'est eux qui ont cassé la frontière des 12 ans, en fait. Mais de la même manière que tu avais eu le tabac pour les femmes, le féminisme, la libération, et tu te rends compte qu'en fait, c'est toujours les mêmes profils qui sont à la manœuvre, en fait, qui sont dans cette guerre beaucoup plus invisible, mais beaucoup plus efficace et beaucoup plus destructrice. Parce que c'est une guerre qui détruit la résistance avant même qu'elle ait la possibilité de se préparer à la guerre finale qui approche. Mais dans cette guerre, elle, qui dure comme un goutte à goutte, hein. C'est un supplice pour les gens qui comprennent. T'imagines, tu peux repenser à des lanceurs d'alerte depuis 40 ou 50 ans, qui ont compris que ça arrivait, mais qui ne pouvaient pas imaginer que le système était si horrible qu'en fait, il s'était donné jusqu'à 2030 pour arriver à créer les circonstances de faire un génocide total de l'humanité. Le fameux Great Reset. Ça fait penser. C'est Great Reset. Ça fait penser ce que tu dis, parce que c'est vraiment le truc, on va dire, presque complotiste par. Le pire truc complotiste qu'on peut imaginer, c'est cette idée de réduction de population. Mais pour ceux qui se diraient encore que ça c'est vraiment des idées complotistes, je vous invite juste, j'avais constaté, ça fait quelques années déjà, je sais plus si c'est avant ou après Covid, mais c'est il y a 5-6 ans où je sais pas si vous regardez des vieux articles justement sur les projections de la population mondiale. Pendant très longtemps, on nous disait, voilà, il y aura 9, 10, 11, 12, on va monter jusqu'à 20 milliards d'habitants d'ici 2100. Maintenant, regardez les articles de presse. Vous allez voir que le dernier que j'avais regardé, c'est peut-être pas de cette année ni l'année dernière, mais c'était un article qui nous prévoyait 4 milliards d'habitants pour, je sais plus quelle échéance, avant la fin du siècle. Ouais. Ça fait une sacrée différence de projection. Des pays comme la France ou les États-Unis sont les principaux touchés par cette baisse, en fait. Oui, même si même à l'horizon 2100, de passer de 8 milliards à 4 milliards, il faudra plus qu'une baisse de la natalité pour en arriver là quand même. Mais ce serait génial si on existait encore en 2100. Parfois, c'est ce que je dis, mais vu la manière, vu la léthargie, et je parle même pas de faire une révolution avec des fourches et des armes, on nous les a enlevées de toute façon. Mais ne serait-ce que de parler. Si tu savais le nombre de personnes avec qui j'échange et qui me disent, même en famille, je n'ose plus parler, je n'ose plus exister. C'est-à-dire que si j'émets, entre guillemets, une thèse complotiste, soit on me dit, mais maman, mais tais-toi, c'est dangereux, tu veux pas nous créer des problèmes. Donc c'est genre, ta pensée est contagieuse, et elle peut être un virus qui nous pose toute la famille à être en quarantaine et à perdre nos jobs. Et moi, je ne vais pas raconter, tu vois, le nombre de personnes qui ne m'adressent plus la parole, qui ne me connaissent plus depuis le procès. C'est inimaginable. Et ça continue. C'est-à-dire, c'est le fait d'estampiller quelqu'un dans un pays comme la France. Parce qu'évidemment, et tu sais que je pense beaucoup de bien de la Russie, mais si j'avais été condamné pour ça en Russie, ce serait comme une légion d'honneur en France. Tu vois, je serais invité
sur toutes les télés, dans tous les plateaux, dans tous les machins, etc. Parce qu'on dirait, mais attends, c'est une dictature, être condamné dans une dictature, c'est génial. Mais la France n'a pas cette image-là. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas compris que c'est une dictature, mais 1000 fois pire que la Russie. Et c'est pas pour ça que, si tu veux, et c'est toute la contradiction, c'est-à-dire que la France est ça et est en train de le devenir de plus en plus. Mais dans le même temps, ça reste un pays magnifique, avec encore pour quelques mois ou quelques années, une bonne nourriture, des lieux touristiques, des choses à faire, des écoles qui sont encore tout à fait correctes, un hôpital qui fonctionne bien. Enfin, tu vois, tout ça régresse, mais ça continue à fonctionner. Et donc l'image reste bonne. Et donc, évidemment, la France fait plus rêver qu'un pays comme la Russie qui est sous sanction. Mais les personnes devraient se dire, mais si on ne passait pas notre vie depuis 70 ans à pourrir la vie des Russes, où est-ce que les gens auront envie d'aller? Si ça faisait pas 70 ans que Hollywood, Netflix, Amazon Prime, la littérature, toutes les chaînes de télé nous expliquaient pas le pire concernant la Russie et le pire du pire concernant Poutine. Donc quand les gens disent mais les gens n'ont pas envie de fuir en Russie, mais c'est normal. Hein. Quand on nous fait croire l'inverse de ce que c'est, même pendant la Coupe du Monde de foot en Russie, les équipes de télé n'ont fait aucun reportage pour nous montrer à quel point la Russie c'était beau et les gens étaient heureux, sérieux, créatifs, etc. Tout était en négatif. C'est-à-dire que les journalistes étaient payés pour essayer de trouver des gens qui sont des opposants à Poutine et qui, cachés derrière un ballon avec un masque et des lunettes sombres et une perruque, disaient c'est le pire régime du monde, etc. Puis la même personne, 2 minutes après, tu la voyais danser dans la rue, heureuse, en se disant mais j'irai vivre chez eux pour rien au monde. Et à la limite, j'ai même pas envie que viennent parce que c'est des parasites. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Yes. Voilà. Bon, écoute, on a fait le tour, on a redévié d'Artémis, mais de toute façon, oui, encore une fois, il n'y avait pas grand-chose à dire. Artémis, ils étaient même pas dedans. Je sais pas. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que va falloir en faire plus pour nous faire. Il y a des images que j'ai vues sur les chaînes de télé et qui ensuite, tu vois, que tu prends. Et j'ai fait l'exercice moi-même. Où tu as des gens qui filment avec leurs iPhones, mais tu as des gens qui filment derrière des gens qui filment avec leurs iPhones, et ils ont oublié de mettre une fausse image dans l'image de l'iPhone. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui crée ces fausses images ne va pas jusqu'à créer les images dans les images dans les images. D'accord. J'ai vraiment pas... Ah mais non, mais il faudrait que tu regardes, mais c'est hallucinant. Je regarde. Et c'est pour ça que après quelques minutes à regarder ça, je me suis dit, mais c'est un non-sujet, je vais même pas rentrer là-dedans, quoi. Parce que les gens qui sont persuadés que ça a eu lieu, il n'y a aucune chance de les convaincre que c'est n'importe quoi. Les gens qui sont sûrs que les tours sont tombées parce qu'il y avait un problème de structure, tu ne pourras jamais leur expliquer l'inverse. Je sais bien, et encore moins 25 ans plus tard, c'est fini, c'est figé. C'est fiché. Et voilà. Donc même pour Artémis, tu ne peux rien faire. C'est comme ça. Et je dis, les faits n'ont plus aucune importance. Ce qui compte, c'est l'histoire, la manière avec laquelle elle est racontée par les médias dominants ou par les marchands du temple. Et toi, au milieu de ça, avec les faits, tu sais, les faits, c'est toujours compliqué. Il faut du temps, il faut faire un clin d'œil à Candace Owens. Moi-même, j'écoute plus trop, mais pas parce que j'aime pas ce qu'elle fait et son travail, mais c'est qu'elle est rentrée dans une croisade
où elle risque de s'épuiser avant de trouver suffisamment de preuves, comme Poussin avec son enquête. Et à la fin, c'est des chemins sans issue, en fait. Mais c'est voulu pour ça. C'est-à-dire que tout le monde se dit, mais si même elle, avec ses moyens, ne réussit pas, qu'est-ce que moi, je vais essayer de faire? Tu vois, on connaît tout ça. On voit Natacha Ray qui bosse beaucoup, qui se fait piquer son boulot, puis finalement, même celui qui pique le boulot n'arrive pas au terme du boulot. Parce qu'en fait, évidemment, en face, ils ont des équipes qui analysent et des intelligences artificielles qui analysent et qui font toutes les opérations de correction sur le chemin. Ou les nouvelles lois, ou les nouveaux machins, ou les nouvelles condamnations. Parce qu'aux États-Unis, on n'en entend plus parler non plus du procès. Non. Pas que ça va pas avoir lieu, mais ça veut dire que, tu sais, c'est comme avant une tempête, c'est que ils sont en train de préparer un truc qui va surprendre tout le monde. Tu crois, ouais. La visite de Brigitte Macron, seule, ah oui, ça. forcément une raison. Et à mon elle était seule, il y avait pas, elle n'était pas avec Macron, là, pour le coup. D'accord. Le truc où elle parle avec le robot, là, c'est ça elle était là-bas pour défendre la DSA. Ouais. Officiellement, c'était même dans un article dans Paris Match où il y a quelques jours, elle était allée aux États-Unis pour promouvoir la DSA, c'est-à-dire la loi sur le contrôle des réseaux sociaux. Et elle en a profité, comme elle est une spécialiste du harcèlement, pour expliquer que le premier amendement ne devrait pas s'appliquer pour tout ce qui concerne les enfants. D'où le contrôle de l'âge, le contrôle du machin, etc. Il ne lâche rien. Et il faut savoir que tout ce qu'elle a dit est passé en boucle dans tous les médias américains et ça a été repris par tout le scope, New York Times, Washington Post, etc. Donc les gens qui continuent à dire mais non, mais ils sont détestés, ils n'ont aucune influence, ils ont machin, etc. Ils n'ont toujours pas compris comment ça fonctionne. Si tu peux influencer les lois et tu peux influencer ce que les gens entendent en boucle, tu contrôles le monde. Et ben les Macron, ils ont les deux choses. En plus, il y a le nucléaire. En plus, il y a les gros sous-marins d'Emmanuel. Ouais. Et en plus, il y avait la gastronomie qui disparaît au profit du Mercosur. Et on était le pays de la diplomatie, de la paix, etc. Maintenant, on est le pays qui ne parle que de guerre, qui ment. Tu vois, même maintenant, les Russes, ils refusent tout dialogue avec les Français. Ils doivent être effrayés à l'idée de savoir que le président iranien, il est toujours sous dialyse avec Macron, même après ce qui s'était passé pour Nasrallah. Enfin bref, de toute façon, on va essayer de ne pas sauter 2 mois cette fois. Et on se revoit bientôt. Écoute, le mois, on verra, parce que le mois de mai est un mois toujours particulier, avec plein de... Je sais que tu es en train de lire ce livre et j'espère que tu pourras en parler. Dès que je l'ai fini, il est flou si je le mets pas devant, parce que j'ai le flou là. Dès que je l'ai fini, volontiers. En tout cas, ça se situe. Tu vois, j'ai attaqué de prendre le train en ce moment pour le boulot. C'est parfait. Dans le train, ça se lit très bien. Les chapitres sont petits. Alors comme tu dis, oui, tu peux le lire, un peu en le prenant par n'importe quel bout. C'est ce que j'ai fait. Pour les trucs que j'ai fait, j'aime bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est de passer un temps. Je faisais ça quand je lisais la Bible, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu la Bible. Mais je prenais un passage au hasard et j'essayais de voir si ça peut avoir une signification pour ma journée. Et voilà. Ben oui. Et donc j'ai fait ça et c'était marrant. J'ai vécu, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais une petite synchronicité perso en tombant sur le passage sur Starlink. Et alors, on pourrait croire que t'es pro Elon Musk au passage, mais finalement c'est nuancé là-dedans. Tu nuances un peu le. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, depuis que Elon Musk a décidé il a abandonné en fait le combat et il a même trahi ses projets d'intelligence artificielle en apprenant à Grok à mentir,
à s'exprimer sans prudence, etc. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent un peu Grok ou tous ces outils d'intelligence artificielle, mais tu as l'impression qu'ils sont soit hyper obséquieux, soit des juges qui t'interdisent de poser des questions sur des sujets qui fâchent. Donc, on est vraiment mal parti. Et juste en parlant de Bible, tu vois, là, j'ai une Sainte Bible. Et alors, c'est très intéressant parce que quand tu te mets... Elle date de 1948. Elle est connue, hein, c'est la Bible qui est traduite des textes originaux, hébreux, grec, araméen. Et c'est Louis II, S-E-G-O-N-D. C'est assez connu, hein, comme Bible. Oui. Et donc difficile à trouver. Parce qu'en fait, quand tu prends les textes, par exemple l'Apocalypse, les Épîtres des apôtres, et que tu compares avec les Bibles d'après Vatican II, mais ils ne sont pas faits dans la nuance, hein, pour faire évoluer les textes officiels. Ah ouais ? C'est incroyable. À ce point-là, parce que j'ai toujours pensé... Moi, j'ai la version de Jérusalem, je crois. J'ai toujours pensé que... qu'il y avait pas... oui, certes, il y avait des nuances, mais pas énormes. Même le catéchisme, ça a radicalement changé. Mais de toute façon, c'est la principale différence, c'est le point clé, on l'a dit tout au début, c'est vraiment un monde dans lequel on considère que le mot judéo-chrétien est un mot qui est acceptable et qui a du sens, autre que un barbarisme en fait qui n'a aucun sens, puisque par définition, quand Jésus arrive, eh bien en fait il nous dit ce qu'on a besoin de comprendre. Alors évidemment, là j'ai un peu une contradiction, puisque c'est une Bible dans laquelle tu as l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et ce que j'essaie de dire, c'est que le Nouveau Testament, c'est la clé. L'autre point qui est important, c'est que la Bible, enfin de l'Ancien Testament, est un document qui intéresse en principe les Juifs, mais qui en réalité ne les intéresse pas beaucoup. Parce que les livres qui intéressent particulièrement les Juifs, en tout cas aujourd'hui, s'appellent la Torah et le Talmud. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec la Bible. Voilà. Ça pourrait faire un sacré sujet, mais je ne me sens pas assez à l'aise pour l'évoquer. Moi, c'est surtout... C'est très technique, avec les lois qui arrivent, en plus. Ouais. Mais non, c'est d'ailleurs assez, tu vois, fascinant de te dire que tu peux trouver tu vois, des livres religieux sublimes pour même pas le prix d'un magazine. Tu vois, regarde. Tu vois, ça c'est un autre livre. Donc là, c'est uniquement les évangiles. Mais dedans, il y a des cartes, il y a des dessins pour expliquer, en fait, tu vois, de façon très didactique, pour que tu puisses visualiser, en fait, ce dont il est question. Et quand tu regardes, eh ben, les cartes et tous les noms, bah, tu te dis, mais merde, c'est pas ce qu'on nous a dit. Bref, voilà. C'est pas ce qu'on nous raconte depuis. Parce que quand il y a des livres, même des livres religieux catholiques qui sont publiés, eh ben, c'est publié par des grandes maisons d'édition dans lesquelles il y a des comités de lecture ou autres
qui vont pas tolérer que un certain nombre de choses puissent être dites, écrites, tu vois, que certaines cartes puissent poser des questions sur l'histoire, bref, voilà. C'est bientôt la Pentecôte. Bien. Voilà. Tu vois, Et c'est des livres exactement comme le mien qui sont bien reliés avec des pages cousues et que tu peux lire, relire, etc. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et alors juste par rapport aux personnes auxquelles parfois j'essaie d'expliquer que Notre-Dame est peut-être le troisième temple et qui me disent mais ça n'a rien à voir. Alors là, je vous montre un document qui est censé pas du tout être complotiste. Hein. On est évidemment avant la guerre. Et ben, vous voyez ici ce que vous avez là. Et ben, si ça vous rappelle pas Notre-Dame de Paris, rien ne peut jamais vous rappeler. Ok. Voilà. Donc il y a quand même plus que des similitudes. Et voilà. D'ailleurs, ça, on pourra en parler, peut-être la prochaine session de Notre-Dame, parce qu'il y a les vitraux là, qui sont en train d'être changés. Ouais, ils sont en train de... Ouais. Enfin, voilà, donc... si tu veux, on pourra évidemment. Ça fait plein de sujets. Ton livre, quand je l'aurai fini, ce qui arrivera dans peu de semaines, et puis sinon on verra pour faire un point sur le mois de mai. Je sais pas trop. Oui. Un autre point qui est important, et je vais en faire une lettre dans les jours qui viennent. Mais j'ai trouvé, pareil, une revue des années 80. Ça s'appelle B2, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et il se trouve qu'il y avait un numéro sur les Khazars, tu vois, dans les années 80. Et c'est passionnant. Mais tu vois, et aujourd'hui, en fait... c'est comme oser dire que la Palestine, c'est quelque chose qui a existé. Dire les Khazars, non, mais c'est un truc qui a été inventé récemment par... Non, c'était dans une revue tout ce qu'il y a de plus sérieuse, entre guillemets. Voilà. Ok, donc tu vas faire une lettre sur ce qui a été dit des Khazars dans cette revue que ça t'a donné Il y a rien de plus. Mais juste pour parce que tout à l'heure peut-être c'était trop petit, mais regardez comment s'appelle la carte. Hein, je sais pas, vous voyez en grand là. Oui, on voit bien. Palestine, au temps de notre Seigneur. Voilà. Et on voit ce qui existe, c'est Tyr. Qui est en train d'être détruit, le fleuve Lithibaun, qui est censé devenir la nouvelle frontière. Et puis après, tu as des choses très étonnantes, parce que là où est Tel Aviv, c'est la plaine de Sauron. D'accord. Cherchons l'œil. Non, mais c'est incroyable quand même. Et par ailleurs, il y avait une ville qui s'appelait Casaria, au même endroit, il y a très longtemps. Mais non, mais tout... bref. C'est-à-dire que... Et alors, je vais vous donner la date exacte, hein, parce que c'est... là, c'est vraiment le Nouveau Testament. Et il date de... « 1904 ». Ok. Et c'est... Alors bon, c'est quand même une édition très chic. Hein, c'est une édition pontificale. Hein. Donc c'est pas un bouquin, tu vois, enfin la relure, tu vois, tout est
c'est pas ça, c'est pas des trucs que tu trouves très facilement parce qu'il y en avait très peu qui étaient faits. Hein. Je vous ai montré les gravures, les dessins, mais voilà, c'est vrai que bah, ça donne du courage, mais c'est typiquement le genre de bouquin qui pourrait subir un jour ou l'autre des autodafés en fait, parce que l'existence même de ces bouquins remet en cause euh, l'existence même d'une possibilité de loi Yadan ou autre. Et alors, là, tu vois, et c'est vraiment intéressant dans ces bouquins, avant qu'ils soient publiés au grand public, tu as tout un cycle. Hein. Tu vois, c'était tout était vérifié, tout était pesé. C'est pas l'époque d'Internet ou de l'intelligence artificielle. Hein. Tu vois, tu as en décembre 1898, mon cher aumônier, j'ai fait examiner votre nouvel ouvrage qui a pour titre le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ ou les 4 évangiles en un seul. Au rapport très favorable de Monsieur le supérieur du grand séminaire, j'ajoute mes félicitations personnelles. Et enfin voilà, c'est génial parce qu'en fait, il a fait un travail uniquement sur les saints évangiles. Puisqu'à cette époque-là, en fait, c'était la seule préoccupation que devait avoir l'Église catholique, en fait. C'est qui est construite par Pierre autour du Vatican, hein, de Rome, mais pour faire rayonner la parole de Jésus-Christ, pas la Bible. Pour faire rayonner la parole. Parce que c'était censé être une parole uniquement. C'était même pas censé être écrite par chance, ça a été écrit, mais c'était censé être une religion orale. Ouais, c'était le cas pour beaucoup. Hein, pour la région, pour le Coran, ça a été pareil. Hein, puisqu'en plus. Enfin voilà, donc c'était pas prévu. Bien. Bon, ben. Lisez des livres et on peut pas scroller hein, sur les livres. Je suis désolé pour vous, mais c'est quand même. C'est génial. Hein. C'est quand même autre chose. Moi, je sais que voilà, j'arriverai jamais à me passer des livres. J'ai même essayé par commodité les liseuses là, mais même ça, même les liseuses, j'arrive pas. Je sais pas si les livres vont survivre au 3e millénaire, mais bon, ça reste agréable aujourd'hui. Le livre Fiat Veritas, tu l'as en version artisanale. Et ce qui est bien, c'est que tu l'as déjà ouvert des dizaines de fois. Et il est tellement bien relié qu'il reprend exactement sa forme à chaque fois, en fait. Ah ben oui, mais même plus que ça, il était quand je l'ai reçu, je sais pas si il a été maltraité ou quoi, il y avait une déformation dans à ce niveau-là, et elle y est plus. Tu vois, le machin a repris sa forme. Enfin, je suis flou là, mais il a repris sa forme, donc non, c'est. Ah ben c'est plaisant. Il y a que la Bible que j'ai de cette qualité. Sinon, j'ai pas la plupart des bouquins. C'est les bouquins reliés classiques là. Non, mais tu vas voir, tu vas le garder très longtemps aussi. Eh ben merci. Merci. À bientôt. Bon, écoute, Bertrand, à bientôt. Et puis, on se retrouve voilà, soit début juin, soit on verra. Ouais, mon petit doigt me dit que le mois de juin, le 06 de l'année 2026, sera plus costaud que le mois de mai. Écoute, moi, je pense profitons. Que le 1er mai serait un mauvais jour pour l'Iran. Et finalement, ce sera peut-être le 8 mai. Ouais. En tout cas, là, ça a l'air de repartir. Ça a l'air de repartir. Ouais. Bref, on verra ça dans les semaines et puis. Ils attendront un long week-end en tout cas, tu sais, parce que ça se passe toujours des longs week-ends pour que après 3-4 jours, les marchés boursiers soient rassurés en fait. Oui, bien sûr. Écoute, on verra. Oui, effectivement, il y a l'ascension. Ça peut être à tout moment de toute façon. Voilà, lisez les livres. Allez.
Allez, bonne soirée. Merci à toi, Bertrand. Ciao, bonne soirée. Salut.